Premier rendez-vous, Pauline Vrolix. Un après-midi de personnalité, une première rencontre toujours singulière. Notre première invitée travaille comme médium guérisseuse et réalisatrice. Sa matière impalpable, elle l'approche de façon la plus cartésienne possible, notamment sous forme d'enquête documentaire avec en 2002 NDE aux frontières de la mort et en 2011 Médium d'un monde à l'autre. Ce dernier docu ayant durablement marqué le public roman. En fin d'année passée, elle signe l'ouvrage L'au-delà sans peur aux éditions Favre. Le lecteur y apprend qu'après la mort, il n'y a que l'amour inconditionnel. Ni errance, ni fantôme, ni entité nuisible. Si les âmes des disparus peuvent se rendre disponibles pour les vivants, c'est pour leur bien uniquement. La cinquantaine, elle porte une mèche bleue dans ses cheveux. Cette vaudoise, réalisatrice de plusieurs films à caractère social aussi, croit à l'art comme moyen de rebond et aime comprendre les chemins de vie des marginaux. Notre deuxième invité est comédien, acteur, photographe, réalisateur, scénariste de bande dessinée et directeur du festival Les Rencontres du 7e art à Lausanne, abrégé R7AL, dont la première édition aura lieu en mars prochain. Cyrano de Bergerac, Indochine, La Reine Margot ou encore Fanfan sont quelques-uns de ces films qui marquent le début de sa carrière d'acteur. Comme réalisateur, il signe 3 longs métrages, dont Peau d'ange en 2002 et Seul dans Berlin en 2016. Né à Lausanne, d'un père espagnol et d'une mère allemande, il grandit à Panta, dans le Gros-de-Vaud. Il aime raconter qu'enfant, il jouait au foot sur le terrain qui jouxte le bâtiment des archives de la Cinémathèque suisse. Un clin d'œil du destin ? À n'en pas douter. Aujourd'hui, à 53 ans, il habite Paris la plupart du temps, où il continue de faire rayonner ses talents multiples. Notre première invitée est Denise Kikou-Gillian. Notre deuxième invité est Vincent Perez. Bienvenue dans Premier Rendez-vous. De 14h à 15h, Premier Rendez-vous. Bonjour Vincent Perez. Bonjour Pauline. Bonjour Denise Kikou-Gillian. Bonjour. Bienvenue à vous deux. On va commencer tout de suite avec un premier rendez-vous qui vous a beaucoup touché, Vincent Perez. Racontez-nous. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mais là, celui qui me vient à l'esprit, c'est, je dirais, la première rencontre avec mes enfants, mes jumeaux, Pablo et Tess. Qui ont quoi, une quinzaine d'années là ? Qui ont une quinzaine d'années, exactement. Et c'était donc le jour de l'accouchement de ma femme, où j'étais à ses côtés. Et puis, et là j'ai pu palper quelque chose d'assez extraordinaire. C'est l'énergie, en fait. L'énergie que dégage une naissance. D'un côté, un garçon sort, et la pièce était très masculine, c'était dans l'air, on pouvait le sentir avec chose masculin, parce que j'ai pu m'en rendre compte, parce que juste après, j'ai ma fille Tess qui est sortie, et là j'ai pu voir une sorte de différence absolument extraordinaire dans l'air, c'était palpable, quelque chose d'extrêmement féminin. Donc j'ai pu comparer en l'espace de 15 minutes ces deux énergies, et c'était vraiment très surprenant. Je pensais pas que ça pouvait exister, ce type d'énergie. Mais vous l'avez senti comment ? Vous l'avez ressenti comment ? C'était dans l'air. J'ai su, on sentait que c'était une fille qui allait sortir avant même de le savoir. C'est-à-dire que nous, on voulait vous pas. Vous ne connaissiez pas le sexe de vos enfants. On connaissait pas le sexe de mes enfants, mais c'était tellement évident. Parce que c'était dans l'air, avant même que l'obstétricien nous le dise, que c'était une fille, on le sentait, c'était dans l'air. Donc voilà, c'était, et bon, bien évidemment, aujourd'hui ils ont 15 ans, ils se portent très bien, et c'est des jumeaux, donc c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire de vivre avec des jumeaux. Mais ce moment-là me restera toute ma vie. Denise Kikou-Gillian, un premier rendez-vous qui vous a marqué ? Alors, il y en a aussi plusieurs. J'opterais pour une rencontre qui a été en fait fondamentale et qui a fait basculer ma vie. Je pense que toute ma trajectoire professionnelle aurait été autre sans cela. J'avais 17 ans, je vivais à Mexico, où j'avais voyagé en fait pendant 6 mois avec une amie, et on n'avait plus de sous du tout à la fin du voyage, et on voulait pas rentrer. Et on errait dans Mexico City, dans le centre-ville, en disant mais qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on retrouve du travail, etc. Puis là il y a une femme blonde, grande, comme ça, type assez européenne, qui m'arrête et qui me dit quelle taille de pantalon tu as. Et à l'époque, c'était en 81, à l'époque, il n'y avait pas le libre commerce à Mexico. Donc je me suis dit, bon, elle veut changer mon jeans. J'avais un Lewis, c'était ok, j'étais ouverte. Alors je lui réponds sur ma taille de pantalon. Puis elle me dit, c'est formidable. Je viens d'ouvrir une agence de mannequins. Je cherche des visages européens. Si vous êtes d'accord, ça vous intéresse, vous venez demain, il y a un casting. Moi, j'avais aucune idée de tout ça. Hein. Je connaissais absolument pas ce milieu. Je me suis dit, c'est trop bien le travail. Je suis allée à ce casting. Ça a fonctionné et du coup, j'ai pu durablement m'installer à Mexico. Et
c'est à Mexico que j'ai rencontré le cinéma, que j'ai rencontré la spiritualité, que j'ai rencontré des chamans, etc., qui m'ont vraiment marqué et qui ont induit toute la suite. Dont la fête des morts qui vous a beaucoup touché, si je me rappelle bien. Absolument, la fête des morts qui est touchante parce que joyeuse. En fait, c'est ça qui m'a mais qui est en fait bouleversée. Une fête des vivants, d'une certaine manière aussi. Ce sont les vivants qui honorent les morts, mais dans ce qu'ils ont laissé de beau, dans ce qu'ils ont laissé effectivement de traces de leur vie. Ouais, tout à fait. Les parcours de mannequin, Vincent Pérez, vous connaissez, vu que votre femme aussi était, et peut-être l'est toujours, mannequin, ainsi que votre fille, si je me trompe pas. Ma fille l'est, oui, Iman. Ma femme l'a été, absolument, oui. Et puis j'ai un peu côtoyé ce monde-là. J'ai connu les grands couturiers, notamment des Versace, des Armani, des Gautier et d'autres qui sont des personnalités assez étonnantes. Et comment vous exprimez votre rapport à la mode, Vincent Pérez? Vous êtes assez classique comme ça, petite lunette, on est calme aujourd'hui, petite barbe de quelques jours. Non, la barbe c'est parce que je dois la laisser pousser pour un film. Pour quel film? Pour un film chinois. En fait, je pars en Chine, tourner dans une grosse machine chinoise, et ça va être mes retrouvailles avec Sophie Marceau d'ailleurs. C'est assez drôle. Et donc je vais partir quelques jours avant les rencontres, donc qui auront lieu à Lausanne entre le 24 et le 28 mars. Donc ça va être assez tendu. Et puis après, j'y retourne directement après les rencontres. Des rencontres du 7e art Lausanne. Vous avez abrégé ça de manière un petit peu difficile à prononcer. Vous pouvez nous leur dire en version R7AL. Et vous proposez en fait des rencontres qui sont aussi des workshops. Vous allez inviter une tonne de réalisateurs fameux, projeter plein de films. Mais il y a aussi comme ça une idée de se projeter dans l'avenir avec la réalité virtuelle. Enfin voilà. C'est quoi l'idée de ce grand festival? Le fil conducteur, c'est le parcours de l'image à travers les époques. En fait, on commence par le début des images et puis jusqu'à qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans les nouveaux médiums et technologiques et qu'est-ce qui va se faire dans l'avenir, vers quoi on s'oriente. Alors on met pas en opposition le cinéma et ces nouvelles technologies, ça n'a rien à voir, c'est deux mondes différents. Je pense pas que ça rentrera en concurrence. Avec la complicité des grandes écoles vaudoises, ECAL, EPFL. Donc je fais venir des grands réalisateurs, Barry Levinson, Thomas Winterberg, Darren Aronofsky, Michel Hazanavicius et d'autres. Ils vont faire des conférences, on appelle ça des conversations, parce que j'aimerais qu'il y ait cette idée de proximité. Vous avez même dit, je vais enlever le tapis rouge pour que le public se mélange avec les invités. On va avoir un tapis rose, je crois. On est en train de décider la couleur. Mais en tout cas, oui, j'aimerais qu'il y ait vraiment une proximité. Je pense que c'est possible à Lausanne de le faire. C'est dans l'esprit vaudois, j'ai l'impression que ça peut le faire. Et surtout impliquer toutes ces universités comme le PFL, l'ECAL, l'UNIL, etc. Vincent Pérez, vous avez 2 minutes pour en savoir plus sur Denise Kikou-Gillian. On lance le top chrono. Alors moi je connais pas ce que vous faites, je n'ai rien lu, je n'ai rien vu, donc je suis vraiment désolé. Mais donc vous êtes médium? Alors, médium guérisseuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis canal entre deux mondes, entre le spirituel et le matériel. Alors, très concrètement, chez moi, ça se traduit par un plaisir fou, par exemple, à faire de l'écriture en guidance. C'est-à-dire que j'entre en contact avec une entité spirituelle qui va, à travers moi, écrire ou parler ou amener des soins à une personne malade. Et je le pratique aussi bien dans des séances individuelles, je l'enseigne également, mais je le pratique aussi beaucoup au niveau artistique. Et une partie de mon livre est écrite ainsi, est écrite en guidance. Vous considérez comme on se dit un chaman, une chamane? Non, alors pas du tout. Je connais pas du tout le chamanisme, ou très très peu. Non, c'est vraiment de la médiumnité guérissante au sens que c'est simplement être canal dans un but d'amélioration du monde, dans un but de guérison. Mais c'est être canal, la médiumnité, c'est tout. Et comment ça se passe en fait? J'imagine qu'on n'a pas assez de temps, 2 minutes pour que vous puissiez l'expliquer, mais... Alors je peux faire très court en 2 phrases. En fait, je pense qu'on est tous médiums parce que nous sommes tous des âmes. Et en version très très résumée, c'est de la télépathie de âme à âme, de vivant à vivant ou de vivant à défunt ou d'animal à humain. Toute entité, toute personne ayant une âme, qu'elle soit défunte ou ici, peut communiquer de cette façon-là. Et ça s'apprend. C'est technique. Et vous rentrez en relation avec des défunts? Oui, aussi. Ouais. Alors je préfère très nettement travailler en guidance dans un but de guérison ou d'écriture, de créativité que des contacts médiumniques, mais j'en fais également, ouais. Et vous croyez à une force supérieure?
Évidemment, oui. Alors, je suis complètement laïque, je n'appartiens à aucun dogme, aucune religion. Mais bien sûr, oui, je pense qu'il y a une source universelle dont on est issu, dans laquelle on retournera probablement. Et ces entités, je les sens vraiment, non pas comme des sages intérieurs, mais des entités extérieures à moi. Donc oui, absolument. Mais ces entités, vous pouvez les définir un peu ou... Alors moi, j'aime les appeler les alliés ou des guides spirituels qui peuvent... Ah ouais, alors comme je suis pas dans un référentiel religieux, pour moi ce sont pas des anges, mais on pourrait les appeler ainsi, anges, archanges, ou des défunts qui viennent discuter avec nous, qui peuvent aussi à un moment donné de nos vies être des guides, ou des entités très évoluées qui auraient pour mission de nous aider, de nous... Et vous dites que en fait ces entités ne sont que positives, elles peuvent pas être négatives, c'est ça ce que vous disiez tout à l'heure? Oui, alors ça c'est la particularité de mon dernier livre, L'au-delà sans peur. Je me suis fait vraiment un point d'honneur de rassurer les gens, parce qu'on est quand même dans une tradition judéo-chrétienne où la peur a été induite très fort, la menace d'un jugement dernier, d'un enfer, etc. était quand même prédominant et imprègne encore les inconscients, l'inconscient des gens, l'inconscient collectif. Et pour moi, c'est très important de partager mon expérience, qui est une expérience d'amour, qui est une expérience toute positive, dans le but d'aider les gens à se relier. Vincent Perez, ça vous embouche un coin, non? Non. Non? C'est vrai, j'ai l'impression que tout à coup, vous êtes tout attentif. Et j'adore, parce que je suis très ouvert, en fait. Vous avez déjà fait des expériences médiumniques? Disons que... oui, je pense, oui. Racontez-nous une expérience. Allez. Il y a maintenant 3 ou 4 ans, je sentais que je tournais en rond. En fait, il y avait quelque chose que je n'avançais plus et que j'étais retenu par des choses qui m'empêchaient d'avancer. J'ai fait un énorme travail. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais en tout cas, dans le travail que j'ai fait, j'ai rencontré c'était un homme qui s'appelle Monseigneur Nicolas, qui est un prêtre orthodoxe, mais qui voit les choses et puis qui ne prêche pas pour sa religion ou une autre. Il dit que tous les chemins sont bons et que voilà, il y a des chemins. Ça peut être à travers la religion, ça peut être à travers d'autres médiums ou d'autres, pas forcément des dogmes. Et donc je l'ai vu et puis. Il vous a révélé quoi de vous? Déjà, j'ai eu une écoute, quelqu'un qui m'écoutait, puis qui avait cette énergie extrêmement positive et bonne, qui m'a fait du bien, c'était bon. Et puis, d'un coup, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui allait m'aider. Il m'a dit, mettez un petit bloc-notes là à côté de votre lit là, parce que dans la nuit il y a des choses qui se passent et on les oublie, mais c'est pas mal de les noter. Si vous pouvez les noter, notez-les. Je le fais. Aussi, je fais un protocole de prière comme ça pendant juste pour. En fait, c'est des prières qui sont juste pour se recentrer, juste pour essayer d'ouvrir le canal dont vous parliez tout à l'heure. Et dans la nuit, je fais un rêve incroyable. D'un coup, j'ai 2 mains comme ça qui me poussent au fond de mon lit, mais vraiment qui me plaquent au fond de mon lit comme ça, qui me serrent. Je suis complètement plongé, aplati dans le lit. J'ai de la peine à respirer. Et là, je sens comme un oiseau noir ou quelque chose, une forme noire qui sort de moi, à travers ma gorge qui monte comme ça. Je me réveille en sursaut. Je savais même plus si j'étais endormi ou éveillé. Voilà. Bref, voilà. Donc ça, c'était une sorte de libération dans mon sommeil ou pas dans mon sommeil, je ne sais pas. Et puis bon, le lendemain matin, je vais prendre ma douche et je me souviens en sortant de la douche que j'ai écrit quelque chose en fait. Je vous dis des choses très très intimes en fait. C'est bien, continuez. et puis j'ai écrit apprendre à regarder. Et dessous, lire la Bible.
Ok, et donc là, vous êtes... Et ça m'a beaucoup aidé, en fait. Ça m'a beaucoup aidé. Lire la Bible, c'est une sorte d'exercice. Je pense que, en fait, ce qui me manquait, c'était de m'ouvrir à une spiritualité. Je pense que ça manque à beaucoup de gens. Je pense que c'est vraiment, alors on appelle ça spiritualité, ou je sais pas, il y a peut-être d'autres termes, mais d'ouvrir les canaux, en fait. Je pense que c'est sans ça, je pense que c'est difficile de vivre. Denise Kikougilian, comment vous interprétez ce qu'a vécu Vincent Pérez avec ce prêtre orthodoxe et après cette expérience justement de cet oiseau noir qui sort de vous? Ça, c'est une des choses que j'ai vécues, mais disons que c'était le début, ouais. Alors c'est exactement de ça dont on parle quand on parle de médiumnité guérissante. Après, les termes varient évidemment d'une tradition à l'autre. Quelqu'un qui appartient à l'Église catholique n'utilisera pas ces mots-là, la médiumnité n'étant pas reconnue par l'Église, ou pas de cette façon-là en tout cas. Donc je me garderais bien de faire une interprétation voilà, sur ce qu'il a vécu, parce que c'est extrêmement intime. Par contre, ce que je peux en dire, c'est que oui, il y a des rencontres au niveau énergétique, au niveau spirituel, qui ouvrent les canaux, et c'est bien ça qu'on fait quand des patients viennent me voir. C'est d'abord cette ouverture spirituelle qu'on fait, simplement en les faisant baigner dans une énergie que Vincent a très bien décrite, qui est une énergie, qui est une telle énergie d'amour, je dirais, qu'on en sort rien que là transformé. Bon, ça paraît et ça ça un peu libère. effrayant quand même. Non, la suite. Captivant. On a senti que vous étiez dedans et que cette énergie-là que vous avez sortie tout à coup là dans la nuit. Vous permettez que je finisse? Bien sûr. C'est important pour moi parce que c'est le thème de mon bouquin, oui. Oui, ce qui peut se passer, c'est de libérer des puissances inconscientes qui peuvent se dire comme un oiseau noir, etc. D'accord? Mais je n'aimerais pas que les auditeurs interprètent ça comme libérer des forces du mal, ou parce que ça, on l'entend beaucoup dans certaines traditions, notamment chamaniques ou catholiques. Donc pour moi, si je dois l'interpréter, c'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord? C'est que ces énergies spirituelles vont vraiment nous permettre de libérer ce qu'on a à libérer, que ce soit subconscient, inconscient. Ça vient travailler quelque chose qui se dit pendant la nuit. C'est pas étonnant parce qu'on lâche prise pendant la nuit, mais qui pour moi sont plutôt des démons inconscients. C'est plutôt des épreuves de vie qu'on a mal intégrées, mal digérées, et pas des puissances qui viendraient de l'extérieur. Ouais. Et ça, c'est important pour moi de le préciser parce que c'est tout le propos de mon livre, L'au-delà sans peur. Oui, moi je pense d'ailleurs, que c'était pas forcément... paru chez Favre à la fin de l'année passée, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Denise Kikougilian, à vous de poser des questions à Vincent Pérez. Vous avez 2 minutes, c'est parti. Alors j'aimerais beaucoup savoir quelle est la dernière fois où vous avez été profondément ému, comme ça, touché par quelque chose ou quelqu'un. La dernière fois où j'étais vraiment touché lors d'un de décès, par exemple. Parce qu'il y a tellement d'émotions. Qu'est-ce que vous voulez dire par ému par quelqu'un Vous avez vraiment été touché au cœur, ou c'est le cœur qui a été sollicité comme ça. Mais ça peut être de la tendresse, non, ça peut dans être l'amitié. J'ai des choses d'amitié qui m'ont vraiment touché, vraiment, absolument. Ouais. Et pas longtemps d'ailleurs. Ça m'arrive assez régulièrement. Ok. Si vous devez dire où vous habitez, quelle est l'instance de vous qui se dit le plus souvent entre le corps, l'âme, la tête? Qu'est-ce que vous diriez? Vous êtes où? Vous êtes qui? Je pense la tête. Ok. Ouais, je pense la tête. Parce que la tête, parce que je fais énormément de choses et que tout se passe dans la tête, mais je fais beaucoup de choses avec mon corps aussi. Mais c'est vrai que la tête a pris beaucoup de place. Et vous parliez de spiritualité tout à l'heure, de lecture de Bible, etc. Vous avez l'impression que ça a permis de modifier quelque chose, d'être justement peut-être moins dans la tête, plus dans l'âme, ou est-ce que vous faites une différence entre l'un et l'autre? Carrément, oui, c'est vrai. On va plus dans l'âme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des prières dans n'importe quelle religion ou de n'importe quelle manière, même à travers la méditation, j'imagine. Mais je pense que quand même dans les prières, moi j'ai des prières qui me font énormément de bien et je sens une sorte de vibration dans mon corps qui m'apaise et qui me nettoie en fait. Et c'est très agréable. Vous avez encore 10 secondes. Alors, 10 secondes. Votre meilleur souvenir en 3 secondes. Prenez votre temps. On arrive au terme de ces 2 minutes. Mon meilleur souvenir, j'en ai beaucoup des beaux souvenirs. Là, par exemple, ce week-end, j'étais avec ma fille en Espagne. On était allé voir son grand-père, mon père, et c'est un magnifique souvenir. C'est des souvenirs très simples.
Merci. On va prendre un petit peu de hauteur avec une chanson d'Emmanuelle Seigné. Elle chante Le Fantôme sur la première, dans Premier Rendez-vous. J'ai vu courir un fantôme au fond de tes yeux, lassé d'effrayer les mômes et les vieux. Il croyait tout traverser, mais seul il se repent, entraînant l'éternité, encore quelque temps. Ton corps est un brasier qui sèche d'un rien. L'eau douce des baisers, même les pleurs diluviens. Je chasserai ce fantôme un jour de tes yeux. Mes lèvres sont un royaume, rien que pour nous deux. D'un rien, l'eau douce des baisers, même les pleurs diluviens. J'ai vu mourir un fantôme le long de ta joue, s'évaporer sans arôme. Dieu, je ne sais où. Le Fantôme, Emmanuelle Seigné sur la première. Vous êtes à l'écoute de Premier Rendez-vous. Nos invités du jour sont Denise Kikou-Gillian, qui est donc médium, guérisseuse et réalisatrice, ainsi que Vincent Pérez, fondateur et président des Rencontres du 7e art Lausanne et acteur et photographe et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Pendant cette chanson, qui donc peut vous parler à tous les deux, vu qu'elle parle de spirituel, elle parle d'expérience et surtout aussi peut-être du film que vous avez fait avec Roman Polanski dernièrement. D'ailleurs, pourquoi ça a un rapport avec ce film, pensez-vous ? Parler de fantômes dans la chanson, en quoi ça vous parle, ça raconte le film que vous avez fait avec Roman Polanski? Parce que il s'agit dans le film, il s'agit d'un fantôme qui est un fantôme qu'elle se crée elle-même en fait. C'est un auteur donc Delphine de Vigan et qui au moment de rentrer en écriture fait exister un personnage dans sa vie et en fait je veux pas dévoiler la fin mais bon c'est un personnage inventé. Le film avec qui elle vit. Le film s'appelle D'après une histoire vraie. Voilà. À retrouver. C'est un très beau film, et j'ai adoré travailler avec Roman Polanski. C'était vraiment une expérience vraiment très puissante. Et Emmanuelle Seigné aussi, Eva Green aussi. C'était vraiment. J'ai adoré me retrouver dans ce cercle. Polanski qui vous a dit mais Vincent, allez donc voir des films avec du monde parce que tout à coup vous lui avez révélé que vous aimiez bien aller au cinéma le matin avec. Ouais, il me disait mais Vincent, quand est-ce que tu vas au cinéma? Je dis mais j'adore le matin parce qu'on se disait qu'on allait peut-être voir des films ensemble. Il me dit mais le matin, mais c'est pas le matin qu'il faut aller voir les films, c'est quand il y a du monde, parce que c'est là que ça se passe. Et puis c'est vrai que je me suis rendu compte que quand on est dans une foule de gens qui vivent la même expérience, ça décuple les émotions et c'est vrai que c'est ça le cinéma.
Denise Kikougillon, vous qui êtes réalisatrice aussi, vous avez fait plusieurs films à caractère social sur des femmes punk au tout début de votre carrière. Ensuite, vous avez parlé aussi de personnes qui n'allaient jamais au théâtre, qui étaient dans la précarité, et puis vous avez réussi à les amener justement à faire du théâtre aussi également. Vous avez cette expérience du cinéma. Pour vous, le cinéma, c'est quelque chose qui se regarde seul ou c'est aussi une expérience collective ? C'est peut-être les deux pour moi. Pour moi, quand on me raconte une histoire, c'est d'abord intime. Moi, j'aime beaucoup être au premier rang au cinéma pour m'extraire de la foule. Donc, si je peux être toute seule dans la salle, c'est bien aussi. J'aime pas sentir le public quand on me raconte une histoire, en fait, parce que les émotions, les rires, etc. des autres m'encombrent. Par contre, pour mes propres films, alors ouais, j'aime bien me mettre tout derrière. et puis là, voir, qu'il y ait beaucoup de monde. Et puis là, alors c'est beau de sentir effectivement la vibration, l'énergie, la vibration de la salle. Puis souvent on est surpris parce que les gens rient d'une façon inattendue ou sont touchés là où on le prévoit pas forcément. Donc voilà, donc les deux sont ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque projection, même si c'est le même film, mais c'est pas le même public, on perçoit le film d'une manière différente. Dans une salle de montage, quand on monte un film, quand on monte son film, quand on fait venir quelqu'un à côté de vous pour voir le film sur la table de montage, eh ben vous percevez le film d'une autre manière par la présence de cette personne. Parce que c'est comme si l'autre, tout à coup, par sa présence, son regard, son expérience, polarisait un peu la comment dire. Expérience ou pas expérience, juste quelqu'un qui est là. Et donc on sent quand il lâche, on sent quand il est pris, ou alors ses émotions nous surprennent. Et en fait, avec chaque personne, c'est différent. En parlant des présences, enfin voilà, il y a les gens qui viennent regarder les films avec vous dans les bancs de montage, mais on parlait de fantômes dans cette chanson d'Emmanuel Seigner. Pour vous, les fantômes, Denise Kikougillon, est-ce qu'ils existent ? Après, c'est une histoire de terminologie. Les défunts, bien sûr, existent. D'accord? Et communément, on appelle un défunt un fantôme. Maintenant, il y a une multitude de réalités sur laquelle on colle le mot fantôme. Alors, je sais pas jusqu'où entrer dans les détails ici, mais par exemple, dans les maisons, il y a souvent des égrégores, des densifications d'énergie qu'on prend pour des fantômes, alors que c'est plutôt simplement un film qui se rejoue en boucle. Qu'est-ce que c'est que ces accumulations, justement, ces égrégores? Vous pouvez nous expliquer? J'entre dans le détail, ouais. S'il vous plaît. Alors, très souvent, on qualifie de fantômes dans les maisons des films qui se jouent en boucle, qui sont des égrégores. Un égrégore, c'est une densification d'énergie qui peut se créer, par exemple, lorsqu'il y a un suicide par pendaison. Prenons cet exemple parce qu'il est suffisamment clair pour avoir un impact. Un suicide par pendaison laisse une empreinte extrêmement forte parce qu'il y a une forme de violence là-dedans. Cette empreinte, elle est énergétique. Dans cette empreinte, il va y avoir pour les gens sensitifs, pour les médiums, ou pour les enfants, par exemple, qui ont ce don, je mets des guillemets à don, mais qui ont cette qualité jusqu'à l'âge, en tout cas de 7 ans, il y a possibilité de percevoir les images, les sons qui sont associés à cet égrégore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont entrer dans la pièce et dire « Oh mon Dieu, il y a un pendu !» Ou entendre, je sais pas, les bruits de chaîne au grenier, ou on dit souvent « Il y a le fantôme de la chambre bleue, il y a le fantôme du grenier, il y a le fantôme de la cave ». Donc quand c'est très localisé et que ça se dit, que ça se montre toujours de la même façon, il ne s'agit bien évidemment pas d'un défunt qui lui serait créatif et mobile, mais bien d'une densification d'énergie qu'on peut extrêmement facilement dissoudre. Et il y a beaucoup de confusions qui sont faites, et il y a beaucoup de gens qui ont peur, alors qu'ils vivent simplement dans des maisons qui énergétiquement sont chargées. Donc par rapport à ça, moi ce que je recommande, c'est simplement de faire des gros nettoyages énergétiques des maisons, et tout le monde peut le faire, c'est pas très compliqué. Un défunt, on le reconnaît parce qu'il va être tout partout. Il peut venir dans un studio radio, dans votre voiture, dans votre chambre à coucher, à votre travail, d'accord? Il va pas se cantonner à la chambre bleue, au grenier ou à la cave, ok? Oui, tout à fait. Alors il y avait deux choses dans votre réponse là, et par rapport aux égrégores, j'ai feuilleté votre livre attentivement hier soir, et puis en fait oui, c'est pas très compliqué de les faire partir. Vous parliez de bouquets de sauge à faire brûler partout, de petits plumeaux à secouer dans les angles, etc. Vous pouvez finir l'explication? Oui, il faut simplement se représenter un égrégore comme une énergie densifiée. Je vais prendre un exemple très simple que tout le monde a vécu. Vous entrez dans une pièce après une scène de ménage, par exemple, vous avez qu'une envie, c'est ouvrir les fenêtres, aérer, mettre de la musique, d'accord? Vous entrez dans une pièce quand des enfants y ont joué ou rigolé, vous êtes tout bien, vous vous installez et vous touchez surtout rien. Ben c'est ça, en fait, dissoudre un égrégore, c'est sentir qu'il y a quelque chose de dysfonctionnant, qui peut être violent ou pas, mais dysfonctionnant. Et le bon sens, en fait, veut qu'avec une bonne aération, j'ai des plumeaux, de la sauge, c'est parce qu'en fait tout ce qui permet de
passer à travers l'égrégore va le dissoudre. Hein. Donc la fumée, bien sûr, le dissout, les plumeaux peuvent le dissoudre, mais aussi des résonances sonores, comme les bols tibétains, les chants sacrés de Mozart, un son comme ça qui est beau, ou les ohms tibétains, qui a une forme de résonance suffisamment puissante pour traverser les énergies, permettre de les dissoudre. Donc c'est simplement ça, en fait. Dissoudre un égrégore, c'est le traverser, c'est y travailler jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Oui, alors le défunt. Alors le défunt, en fait, c'est une âme qui peut se manifester tout partout, de façon créative et de façon mobile. Une âme, si là maintenant il y a quelqu'un qui cherche à entrer en contact avec vous, elle va pas se cantonner à entrer en contact avec vous ici, mais elle va vous suivre dans la voiture ou dans le train tout à l'heure, etc., pour attirer votre attention. Et en cela, c'est très différent d'un égrégore ou de ce qu'on rencontre dans les maisons dites chargées. Allez-y, Vincent. Je sais pas si j'ai répondu. Mais l'âme, c'est vous c'est vous qui êtes son énergie. Enfin, comment cette âme non, face pour moi, au défunt. Les défunts ont une énergie, chacun, qui quand nous, médiums, nous les invoquons, nous nous mettons en état de conscience modifié pour les percevoir, peuvent se montrer à nous ou se faire entendre de nous de façon à ce qu'on puisse faire un contact, un intermédiaire, un traducteur pour le patient pour lequel on est en train de travailler, par exemple. Les défunts, les entités ont une énergie qui leur est particulière et vont s'atteler à se faire reconnaître de nous parce qu'elles veulent entrer en communication avec vous, par exemple, si vous venez pour un contact. Et l'énergie n'est pas la même d'une personne à l'autre ou d'un guide à l'autre. Donc à force de travailler avec des guides, par exemple, on reconnaît leur arrivée parce que l'énergie n'est pas la même, justement. Vincent Pérez, est-ce que vous avez déjà ressenti justement quelqu'un ou une entité ou peut-être une énergie qui voulait rentrer en contact avec vous? Pas forcément. Est-ce que vous aimeriez peut-être discuter avec un parent décédé, quelque chose? Ça vous plairait? En fait, j'ai fait un très gros travail pour me libérer en fait de. Je crois que je l'ai fait, mais de mes ancêtres, en fait, me libérer. J'ai pendant quelques années, j'ai travaillé sur un film qui s'appelle Seul dans Berlin, et j'ai eu en lisant, c'est l'adaptation d'un livre. En lisant ce livre, j'ai eu une sorte de révélation. C'était un coup, il fallait que je raconte cette histoire. Votre mère est allemande, je précise juste. Ma mère est allemande, ça se passe en Allemagne de 1944. Mais il y avait beaucoup de zones d'ombre dans la chronologie de l'histoire de ma famille, autant du côté de l'Allemagne que du côté de l'Espagne. Mon père est espagnol. Donc je connaissais pas ma famille, on savait pas d'où ils venaient, et ce livre en fait parle de résistance allemande, mais des petites résistances anodines de Monsieur Tout le Monde, enfin pas des actes héroïques, etc. La Tom Cruise mitraillette en main, etc. Non, des petites choses comme ça, mais qui ont fait que ces personnes-là sont mortes, ont été tuées ou ont disparu. Et donc en travaillant sur ce livre, j'ai mis 10 ans sur ce film, j'ai mis 10 ans à le faire, à pouvoir le monter. J'ai fait un gros travail justement de recherche dans l'histoire de ma famille. Et je me suis rendu compte en fait, dans ce que j'ai trouvé, que l'histoire du film que je racontais était très proche de l'histoire de ma famille, autant du côté de l'Allemagne que du côté de l'Espagne. Ça vous a permis de faire une sorte de paix avec votre histoire? Ayant donné la voix, j'ai l'impression d'avoir donné la voix à mes ancêtres, ça m'a libéré d'une manière extraordinaire. Ça m'a ouvert, au lieu de toujours regarder vers l'arrière. Tout d'un coup, ma vie, c'était maintenant je regarde vers l'avant. Et donc, il y a toutes ces choses que je suis en train de faire, en fait, viennent de cette nouvelle énergie qui s'est produite suite à l'accomplissement de ce tournage qui était plus qu'un tournage. Et devant nous se présente une chanson, c'est la bande originale du film Rain Man, Aiko Aiko. C'est parti sur la première. Chicken more fino, anane.
belle star sur la première, la bande originale du film Rain Man. Vous êtes à l'écoute de Premier Rendez-vous. Nos invités du jour sont Vincent Pérez, fondateur et président des rencontres du 7e art Lausanne qui auront lieu du 24 au 28 mars, ici donc à Lausanne, et Denise Kikou-Gillian, qui est réalisatrice, qui est aussi médium guérisseuse. Voilà. Rain Man va faire l'ouverture des rencontres. J'allais y revenir, justement. Pardon, expliquez-nous. Le 24 au soir, donc au Capitole, on va projeter Rain Man avec le réalisateur présent, Barry Levinson, et l'actrice du film, Valeria Golino. Et donc on va pouvoir découvrir ce film en projection 35 mm dans cette magnifique salle du Capitole. Pourquoi ce film-là, en particulier, pour ouvrir Pourquoi ce metteur en scène-là? Ouais. Parce que c'est un immense metteur en scène, parce qu'il a accepté notre invitation, parce que c'est juste un honneur incroyable. Il est jamais venu à Lausanne. Donc l'idée, c'est de faire venir des grands réalisateurs qui connaissent pas forcément la région, et puis donc du coup leur faire aussi découvrir la région, et puis de projeter leurs films. Donc Good Morning Vietnam, enfin c'est juste le parcours de cet homme est vraiment absolument remarquable, jusqu'à un film qu'il a fait l'année passée sur Madoff avec Robert De Niro. Donc vous vous réjouissez beaucoup et ça se voit. Moi, je me réjouis, en vrai. Bon, et certainement aussi auditeurs, téléspectateurs et puis aussi festivaliers que l'on espère nombreux à votre festival. Nous allons passer, mesdames, messieurs, à l'étape qui s'appelle les objets. Je vous ai demandé de prendre des objets qui vous tiennent à cœur, qui vous racontent un peu. Munissez-vous de vos objets, s'il vous plaît. Alors, les invités se penchent. Voilà. Vincent Pérez sort son téléphone portable avec un sourire. Denise Kikou-Gillian. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un animatique. C'est un petit livre sur lequel il est écrit merci. Et quand on en tourne les pages, en fait, ça nous raconte une petite histoire en animation. Ah, c'est un parce que sur chaque page, en fait, il y a un petit dessin. C'est comme un storyboard de dessin animé. Et j'adore cet objet parce qu'il symbolise plein de choses pour moi. Déjà, il y a écrit merci dessus. Donc ça me rappelle, il est tout le temps posé sur mon bureau comme ça, donc ça me rappelle d'être dans la gratitude. Je pense que c'est une énergie qui est belle et qui est importante. Et puis je crois à l'impermanence, je crois qu'on peut tout transformer tout le temps et que la vie nous invite aussi à ne pas se figer, quoi, être tout le temps en mouvement. Et le cinéma d'animation, ce petit animatique, le rappelle merveilleusement bien. Et il finit sur un cœur. Voilà, il finit sur l'amour et sur un gros boom. D'accord, un cœur qui explose. La transition dans l'autre monde, on peut l'interpréter comme ça. Et je suis très liée au cinéma d'animation. J'avais hésité à vous raconter la rencontre en fait avec un animateur de la région qui s'appelle Nagan Sorge, qui aujourd'hui est décédé, mais qui m'a ouvert ce monde, qui lui a inventé une technique en sable. Avec son épouse, il faisait des dessins animés en sable. Et tout est basé dans le sable sur la transformation, justement. C'est pas qu'on efface et qu'on recommence, ce sont pas une succession de dessins, comme on le voit souvent dans les dessins d'animation, dans les dessins animés, mais c'est bien le sable qui se transforme au fil du coup de pinceau, en fait. Et j'adore cette technique qui, pour moi, est vraiment le symbole de la vie, quoi. Voilà, c'est un petit animatique. Sympa. Joli, à garder dans la poche. Je peux Oui, bien sûr, ouais. Je vais jusqu'au boom. Ouais. Voilà, il joue avec le petit animatique. Attention, ça va faire boom. Il y a un cœur et boum. C'est sympa. Vincent Pérez, quel est votre objet à vous? Mais j'ai pris celui-là. Alors, c'est quoi? C'est une petite boule d'acier? De bronze? C'est une tête. Quoi, en fait, c'est une tête où on voit à 4 visages. Oui, à 4 visages, une sorte de Bouddha. C'est de l'acier, mais c'est la couleur du bronze un peu en clair. Enfin, c'est disons que. Et il y a quatre visages, 4 expressions différentes. Donc il y a un personnage. Donc c'est un personnage asiatique. Donc j'ai ramené ça de Buryashi. La Buryashi, donc c'était ça. J'ai trouvé ça dans un datsan. Qu'est-ce que c'est qu'un datsan? Un temple bouddhiste qui est pas très loin d'Ulan-Ude. Ulan-Ude, c'est à 600 km d'Ulan-Bator, donc ça veut dire qu'on est à la frontière pratiquement avec la Mongolie. Mais on est en Russie, c'est la Russie. Mais c'est des bouddhistes russes qui ont vraiment le faciès des Mongols. C'est les mêmes ethnies pratiquement. Donc il y a un visage sur une des facettes où c'est un grand sourire. Sur l'autre facette, c'est un sourire un peu moins, je dirais moins explosant. Ensuite, c'est vraiment une grimace, il est pas content. Et puis là, c'est vraiment un pleur.
Silence. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils le prennent dans la main quand on prend une décision, quand on pense à quelque chose, ils font comme ça. Et quand on tombe sur une, vous voyez, il y a le sourire qui est sorti là. Donc ça veut dire oui? Je sais pas, ça vous donne juste une direction. Moi, je m'en sers pas beaucoup pour ça, mais c'est un objet que je trouve assez beau et que je mets comme ça sur mon bureau, qui était, voilà, c'est juste à côté de mon ordinateur. Je le mets là, puis de temps en temps, quand j'ai besoin de réfléchir un petit peu, je le prends dans mes mains et puis je le roule, ou alors juste je le tiens dans mes mains comme ça. Est-ce que je peux l'attraper? Voilà. Mais c'est vraiment de. Ah, il y a des c'est vraiment une pièce d'acier. Oui, c'est des poussières de métal qui sont à l'intérieur. C'est vraiment. C'est presque un truc pour touristes. Hein. Il y en a rien. Il y a pas rien il y a aucune énergie particulière qui sort de là. Hein. C'est vraiment... Est-ce que ça vous rappelle, pardon, excusez-moi. Et vous l'utilisez parfois pour prendre des décisions? Non. Si vous écrivez un scénario, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Non, pas trop. Des fois pour m'amuser. En fait, c'est comme un jeu. Hein. Je prends pas sérieusement, mais c'est vraiment comme un jeu. Pour moi, quand je vois cette petite balle d'acier, un peu plus grande qu'une balle de ping-pong, avec ses 4 visages qui expriment des émotions différentes, je me dis c'est aussi l'acteur finalement. C'est un peu C'est un peu l'acteur aussi, mais vous savez ce que je fais aussi, c'est que souvent je mets le sourire ou quelque chose, juste le bon côté comme ça qui me l'envoie. Donc il est là, il me regarde et il sourit et c'est très bien. Et si vous voulez signifier à quelqu'un comme dans votre bureau que vous n'avez pas envie de voir, je me rends compte qu'il n'est pas content, je le tourne et puis je mets comme ça. Et voilà. Mais bon, on n'a pas le temps, mais c'est vrai que dans ce Datsun, il y a des choses absolument extraordinaires qui se sont produites et donc je vais pas pouvoir le raconter maintenant, mais ça a été un moment assez incroyable. Je sais pas si vous en avez entendu parler de cette région. Non. Ouais, c'est assez puissant ce qui se passe là-bas aussi au niveau énergétique justement. Donc vous êtes un passionné de Russie, vous avez fait un livre de photographie il y a pas si longtemps que ça sur la Russie justement. Un voyage en Russie, ouais, aux éditions Delpierre. Et c'est lors de ce voyage que vous avez trouvé cette j'ai trouvé ça, ouais. Vous connaissez la Russie, Denis Kikoujina? Non, je suis allée qu'en transit lors d'un voyage à Mexico justement. Ah oui, je connais pas. Non. Alors on va s'écouter une dernière chanson avant de clore cette heure. C'est Tim Pope, I Want to Be a Tree. Oh, j'adore. Allez, c'est parti. J'adore. Most of them got headache. There's no place to be. Few of them are happy. How can you see why? I want to be a tree. Beginning of history, man's not seen the wood for the trees. Now they're all busy planning World War III. We are all invited, so can't you see why? I want to be a tree. Da, 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 da. I want to be a tree. Da, 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 I Want to Be a Tree, Tim Pope sur la première. Vous êtes à l'écoute de Premier Rendez-vous. Denis Kikoujillan et Vincent Perez sont nos invités. Vincent Perez, cette chanson, elle vous fait rire? Ouais, elle me fait rire parce que c'était une plaisanterie en fait, parce que Tim Pope est pas chanteur, mais comme il a créé tout le visuel des Cure depuis le début des Cure jusqu'à encore aujourd'hui. Un jour, Robert Smith, donc le chanteur des Cure, lui, je sais pas, ils ont commencé à délirer et puis Tim a commencé à improviser une chanson et puis c'était ça.
Want to Be a Tree. Et donc Robert Smith lui a dit, mais pourquoi on n'en ferait pas une chanson? On t'accompagne. C'est Robert Smith qui a tous les instruments et c'est devenu I Want to Be a Tree et qui est devenu un tube. Un joli délire. D'ailleurs, Tim Pope sera présent aux rencontres du 7e art Lausanne. Exactement. Il sera à l'EJMA. Il va rencontrer les élèves de l'EJMA autour de son travail de clipper, parce que il a travaillé avec David Bowie, il a travaillé avec Iggy Pop et beaucoup d'autres. Et puis c'est aussi un réalisateur, donc avec qui j'ai fait The Crow. Et là, ça sera du côté de l'Écale. On va montrer 2 de ses courts-métrages et on va parler aussi de notre expérience à Hollywood. En fait, l'arrière du décor du tournage de The Crow. Et je pense que on en a jamais parlé, mais on va parler de comment Hollywood peut détruire un réalisateur, en fait. Ok, vous vous sentez détruit par Hollywood? Non, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens en fait qui sont détruits par Hollywood. Ouais, ça on n'en parle jamais, mais il y a vraiment beaucoup d'acteurs, de réalisateurs en fait qui survivent pas la grosse machine là, qui les écrase. Donc c'était le cas pour Tim. Mais Tim, on a une longue relation, mais on en parlera. Il y a beaucoup de choses positives qui sont sorties de là, et notamment notre amitié. Une masterclass ouverte à tous? Ouvert à tous, c'est public, ouais. Ok, donc pas que les étudiants, c'est etc. public. Bon, c'est bon à savoir. Nous passons à l'étape du qui a dit que. Vous avez donné de nombreuses interviews à la presse, TV, écrite, etc. J'en ai sorti quelques phrases et vous allez devoir vous dénoncer. Voilà. Alors, je vais vous lire la première. La menace de l'enfer ou du paradis n'est plus d'actualité. Qui a dit ça? Je l'ai dit. C'est vous dans le Zen Cité le 27 décembre 2017. Comment ça? Alors, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on est très imprégné de cette culture judéo-chrétienne qui nous a induit l'idée d'un au-delà qui est fait de négativité aussi. Et je pense actuellement qu'il est vraiment primordial de pouvoir se relier spirituellement. Comme on le disait tout à l'heure, il y a un appétit spirituel très très fort chez les gens que je sens partout. Je donne des conférences, que je sens dans les cours, etc. On a besoin de se relier, on a besoin d'être dans une forme de verticalité, mais beaucoup de gens ont peur de le faire, tout simplement parce qu'on a dit que de l'autre côté il y avait, je sais pas, des démons, des esprits errants, des jugements, tout un tas de choses qui donnent pas envie forcément de se relier. Donc une des démarches de mon livre, L'au-delà sans peur, mais aussi des conférences que je donne, c'est vraiment de pouvoir apaiser les gens par rapport à ces représentations, de façon à se relier. Pourquoi se relier? Parce que il faut pas être très fut-fut pour voir que le monde va pas très bien, d'accord, et qu'il y a vraiment une urgence à de nouveau être dans une forme d'humanisme, de solidarité, d'ouverture qui pour moi passe par le vertical, passe par le spirituel. Vous parlerez notamment de tout ça lors d'une conférence le 16 mars à 18h30 à la librairie Baobab à Martigny. Voilà, comme ça, si ça intéresse les gens du Valais, peut-être même qu'il y en aura d'autres, mais là j'invite les gens à aller sur votre site internet. Phrase suivante: c'est difficile de croire qu'on n'est pas un élu. Qui a dit ça? C'est pas moi. Non, c'est pas vous. C'est Vincent. Si, sur KTO TV le 13 mars. Ah, je pensais que c'était là, maintenant, dans cette émission. Non. C'est difficile de croire qu'on n'est pas un élu. Vous avez dit ça, donc, lors d'une longue entretien que vous avez donné à la chaîne religieuse KTO TV. Ah! Oula, vous êtes allé chercher les choses, mais j'ai dit, c'est hors contexte, ça, je pense. Justement, vous allez devoir en mettre du contexte. C'est quand le succès arrive, en fait, vous racontiez. Ah oui, c'est le sentiment d'être élu, oui, bien sûr. Oui, c'est le sentiment de toute puissance, se dire, ah voilà, tous les réalisateurs s'intéressent à moi, on fait des films pour moi, je suis, reçu partout avec des cœurs dans les yeux, et puis tout à coup, le vent tourne, et vous parlez. Mais j'ai jamais été vraiment dans cette situation-là, d'être celui que tout le monde veut. C'est ce que vous disiez dans l'interview, en tout cas. Ouais, mais c'était, non, je devais dire des conneries en fait. Mais non, j'ai jamais été. Je pense pas l'avoir dit de cette manière-là. Mais bon, peut-être que je me suis mal exprimé ou peut-être que bon bref. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'être à un moment donné d'être élu en fait. Tout s'ouvre pour vous et c'est vrai que ça vous donne un sentiment de je dirais, vous pensez que c'est la surpuissance mais c'est tout simplement de l'aveuglement en fait. Et c'est vrai que très très facilement on se rend compte que en fait les gens s'intéressent à vous tout simplement parce qu'ils peuvent se servir de vous pour monter leurs films, etc. Et puis donc du coup ça brouille les relations et ça devient assez compliqué de gérer les relations avec votre environnement. Et donc une montée du succès à double tranchant, si je vous entends bien.
Mais bien sûr, bien évidemment. Mais moi, je vous dis, j'ai jamais connu ce succès comme les grandes stars peuvent connaître aux États-Unis ou certaines personnes. Vous êtes un peu en modeste, France. je trouve. Non, mais c'est la vérité. Moi, j'ai l'impression quand même je me suis toujours battu en fait. Les choses, oui, à un moment donné, les choses venaient assez facilement, les choses sont ouvertes. Mais je me suis jamais senti l'élu comme j'ai pu le dire peut-être. Dans cette interview. Dans cette interview. Phrase suivante. Tout se passe comme si ces entités étaient attirées par nos intentions. Oui, alors... Bah oui, c'est vous. Oui. Dans l'illustré C'est du pas compliqué. Oui, je crois beaucoup, j'expérimente la puissance de l'intention. À partir du moment où on a une intention claire, que ce soit dans le vivant, dans les relations humaines ou dans les relations spirituelles, à partir du moment où l'intention est claire, on attire un certain nombre de choses et on est attiré aussi, notre conscience, notre attention est attirée par ce qu'on désire. Donc pour moi, c'est très très important et c'est beaucoup ce que je fais aussi dans mes séances, c'est de clarifier les intentions, parce qu'à partir du moment où nos intentions sont claires, si je prends l'exemple du monde spirituel, on ne peut pas comme ça invoquer une entité sans savoir pourquoi. D'accord ? Donc c'est toujours soit dans un but de guérison, soit pour répondre à une question, soit pour faire du bien à quelqu'un, soit l'intention en fait va permettre aux entités, aux défunts d'entrer en résonance avec nous et du coup on attire les bonnes personnes et les bonnes choses. Et je trouve que dans la vie de tous les jours, c'est la même chose entre vivants. Quelle est la dernière intention très forte que vous avez portée, justement, Denise Kikougilian ? Alors, tous les matins, je fais de la guérison à distance. Donc, tous les matins, en fait, une des intentions que je porte, et dans ma journée, ça a été la plus forte, c'était que chacune de mes patients reçoive une complète guérison dès maintenant. Donc ça, vous le faites par téléphone. En fait, votre agenda aussi. Je le fais pas par téléphone. Non. Je le fais de chez moi. En fait, nous recevons, parce que nous sommes 4 guérisseurs au service depuis une 15aine d'années tous les matins. Nous recevons des demandes de personnes qui sont en souffrance. Et chaque matin, on se met au service. Ça veut dire qu'on se met dans un état de conscience modifié. On entre en résonance, justement, avec ce qu'on appelle des médecins du ciel, des entités, pour amener une énergie guérissante à ces personnes-là. Donc l'intention, là, c'est la complète guérison et ça se passe plutôt d'une façon télépathique. Et ça se passe comment ? Est-ce que vous êtes tous les 4 ensemble ou c'est à tour de rôle ou comment ça se donne ? On est chacun chez soi, parce qu'on pourrait pas se réunir tous les matins. Ouais, je pense aussi, mais on sait jamais. Hein. Donc on est chacun chez soi. Ouais. On essaye de travailler autant que possible à la même heure et on a créé justement une forme d'égrégore, d'énergie extrêmement puissante à force de le faire tous les jours pendant des années et des années. Tant et si bien que nos patients qui nous connaissent et même certains qui n'ont pas l'habitude de ces pratiques peuvent se relier à nous. C'est entre 6h30 et 7h le matin, moi, que je pratique toujours ceci. Et donc, on est les 4 au service des mêmes patients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut assurer une constance. Parce que c'est sûr que je suis pas impeccable dans mon énergie tous les jours. Personne ne peut l'être, en tant qu'humain. Donc, ça veut dire que si j'ai une petite baisse, je sais pas, un peu de fatigue, etc., les 3 autres peuvent prendre leur lait et ainsi de suite. Ce qui nous permet de dire oui 24 heures sur 24 à toute demande. C'est hyper épatant. C'est beau d'être au service. J'aime beaucoup faire ça. Phrase suivante, et ce sera la dernière, et on a très peu de temps pour la faire, mais j'y vais quand même. Quand il n'y a plus de cadre, tout un débat s'ouvre. Dans 24 heures le 8 février, oui, c'est vous. Oui. C'est à propos de la réalité virtuelle. Oui, mais ça rejoint tout ce dont on a parlé pratiquement là. Mais là précisément, c'était au sujet dans le cadre d'RCTL, donc les rencontres où on parle de la réalité virtuelle. Donc où il y a plus de cadre, il y a plus le cadre de la caméra vu qu'on est en immersion dans une image à 360. Donc tout ça, vous allez pouvoir le découvrir. Et donc, justement, on va voir une vingtaine de ces films-là montrés à l'ECAL. Et donc des conférences à l'EPFL, donc le 24 et le 25, les conférences à l'EPFL, et puis tout le reste de la semaine jusqu'à mercredi, où vous pourrez voir ces films à l'ECAL. Les rencontres du 7e art à Lausanne, R7AL, c'est vous qui les dirigez, Vincent Pérez. Merci beaucoup d'être venu on est dans toute une équipe, je suis pas tout seul. Denise Kikougilian, je rappelle l'ouvrage que vous avez dernièrement sorti chez Favre, L'au-delà sans peur. Voilà. Et une conférence, ce sera le 16 mars, 18h30 à la librairie Bobab de Martigny. Vous avez 5 secondes, Vincent Pérez. Juste préciser une chose qu'on n'a jamais vraiment dit, c'est que les rencontres 7e art de Lausanne est une association à but non lucratif.
C'est important de le dire. C'est noté. Il me reste à remercier notre assistante de production, Marilyn Regard. En régie, c'est José Moreno qui assiste aujourd'hui. Et puis Jean-Baptiste Romance a trouvé les musiques. Concernant Premier Rendez-vous, ça revient demain. Et pour le moment, il est 15h sur La Première. Belle fin de journée à vous.